Vivre plus, travailler moins. Est-ce qu'on aurait atteint cet objectif? Assurément, le travail représente un aspect assez important de notre vie. Toutefois, le monde du travail est en changement, en bouleversement. Mais qu'est-ce que le monde du travail? Pourquoi parle-t-on d'un monde? Alors pour cet épisode, je t'invite à explorer avec moi cet univers qui est en transformation. J'ai un invité et avec lui, j'ai l'intention de découvrir, à travers cet épisode, les profondeurs du monde du travail professionnel qui est en changement. Regarder, analyser, identifier comment chaque vague de transformation nous offre une opportunité unique de prospérer, d'apprendre, de changer. Comme l'exprime si bien Paulo Coelho, qui est un romancier et journaliste brésilien, lorsque nous nous y attendons le moins, la vie nous lance un défi pour tester notre courage et notre volonté de changement. Le monde du travail nous offre-t-il un défi actuellement? Alors ensemble, on va se préparer à découvrir comment naviguer avec succès dans ce tourbillon d'innovation, de collaboration, où chaque pas est un pas vers l'avant, est une étape vers un avenir professionnel plus épanouissant. Je te cite Martin Luther King qui nous dit que le pouvoir, c'est la capacité d'atteindre un but. Le pouvoir est la capacité d'effectuer un changement. Alors, prépare-toi à être inspiré et à découvrir de nouvelles perspectives de changement. Prépare-toi à mieux saisir ce monde du travail en changement. Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Alors bonjour et bienvenue dans le 30e épisode des Aventuriers du travail. Dans cet épisode, j'ai l'occasion d'avoir un invité qui est Kevin Lacasse, qui est directeur général de Trajectoire Emploi, qui est une organisation qui a vraiment pour rôle d'accompagner les personnes qui souhaitent s'engager dans leur plein potentiel dans l'univers du travail, donc tant par leur cheminement scolaire que professionnel. Et autre chose super intéressante avec Kevin, c'est que lui, il est là depuis 2016 et qu'il a vécu beaucoup de changements dans son organisation. Donc, on va pouvoir profiter de son expertise de travailleur qui a aussi cette opportunité-là d'arriver dans le changement d'une organisation. Alors, bonjour encore une fois, Kevin, puis merci d'être avec moi dans cet épisode-là. Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir de prendre le temps avec toi aujourd'hui. Bien, c'est un grand plaisir pour moi aussi de te recevoir. Juste en rappel, Trajectoire Emploi est sur la rive sud de Québec, donc couvre le grand territoire de Lévis. Peux-tu Oui, en dire un petit peu plus pour que les gens sachent un peu de qui on parle? Oui, on est situé au centre-ville de Lévis, donc on accompagne les gens principalement dans Lévis, mais pour les personnes là, qui sont en recherche d'emploi, qui ont plus de 35 ans, on est aussi présent sur le territoire de Bellechasse et Lobinière, spécifiquement là, au niveau de la recherche d'emploi. Okay. Puis ce genre d'organisation-là se retrouve ailleurs aussi au Québec, là, dans le même type d'organisation. Effectivement, sans doute que nos auditeurs connaissent les Carrefour Jeunesse Emploi, donc il y a 111 Carrefour Jeunesse Emploi au Québec. Okay. Nous sommes le Carrefour Jeunesse Emploi de Lévis. Donc, la raison pour laquelle là, on couvre la clientèle 35 ans et plus dans Bellechasse et dans Lobinière, c'est qu'il y a des Carrefour Jeunesse Emploi sur ce territoire-là. Donc, eux, ils accompagnent les jeunes de moins de 35 ans. OK. Ah, super intéressant. C'est juste pour un petit peu placer la table pour que les gens sachent de qui on parle. Alors, Kevin, je t'ai invité, puis à un moment donné, quand je t'ai rencontré, parce que toi et moi, on se connaît, on se côtoie dans divers univers, donc dans notre réseautage ou dans des activités bénévoles, etc. Puis quand j'ai pensé à parler du monde du travail qui est en changement, tu pouvais comme pas
pas refuser d'être là finalement. Parce que je trouve que, tu sais, vous êtes une organisation non seulement qui représente le changement, mais toi aussi, tu en as vécu beaucoup dans ton organisation puis dans ton travail. Fait que j'aurais le goût de commencer en disant, c'est quoi les principaux changements que toi ou ton organisation vous observez actuellement dans le monde du travail? Bon, les changements sont vraiment à un paquet de niveaux. On est vraiment dans une période de changement au niveau du travail, au niveau des carrières. Bon, si on le prend d'un point de vue technologique, ben, on sait que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies et ça évolue là, à une vitesse tellement grande le marché du travail, je pense, a de la difficulté à suivre ce tempo-là. Il y a une stat là, qui sortait que 85% des emplois qui vont exister en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc, 2030, c'est demain matin, là. On s'entend. Donc, ça, c'est sûr que ça va être un premier bouleversement qui va avoir un impact vraiment important sur les travailleurs. Les travailleurs qui sont peut-être moins qualifiés, qui ont moins de formation. Puis on le voit là avec le quotidien, quand on va à l'épicerie, ben, les espèces de caisses automatiques, ben, ça prend de plus en plus de place dans le commerce au détail. Puis ça, ben, ça a un impact direct sur souvent des gens qui ont moins de formation ou des travailleurs qui sont aux études présentement. Donc, ça a un impact quand même assez important sur le marché du travail. L'aspect technologique, on s'en va de plus en plus. Tu sais, si on recule là, puis on compare, mettons, les années 60-70 à aujourd'hui, le plus gros changement, c'est qu'on est passé d'une économie de bras à une économie de cerveau. En ce sens qu'avant, ben, tu sais, tu avais des bras, puis c'est pour tes bras que tu étais employé, là, que ce soit sur une chaîne de montage, sur la construction, ces choses-là. Ben, aujourd'hui, en 2024, c'est de moins en moins pour tes bras qu'on t'embauche, mais de plus en plus pour tes savoirs, pour tes connaissances, pour ton expertise. Donc, ça aussi, c'est un changement qui est vraiment, à mon sens, important, puis qui va avoir un impact particulièrement sur les plus jeunes. On a vu là, dernièrement, le mois d'avril, mois de mai, on a vu que le taux de chômage repartait en hausse chez les jeunes. Ah oui? Que chez les jeunes, je suis fascinée parce que quand tu me parles de techno, il semble que les jeunes sont pas mal techno. Les jeunes, effectivement, sont techno, mais pour travailler dans les technos, ça prend bien souvent de la formation. Puis souvent, ça va prendre des études supérieures. Ils l'ont pas. L'université. Donc, tu sais, pour les 15-24 ans, il y a une espèce de règle du pouce qui dit que si on prend le taux de chômage de la population active, on va faire x2, puis on va aller chercher, ça va nous donner un portrait plus réel du taux de chômage chez les 15-24 ans. Tu sais, là, on est aux alentours du 9,5 puis du 10 %. Fait qu'on est encore dans cette règle du pouce-là chez les jeunes 15-24 versus la population active. Tu sais, pour vous donner une idée, à l'époque où les Carrefour Jeunesse Emploi ont été créés, donc on parle du milieu des années 90, le taux de chômage chez les 15-24 est aux alentours de 20 à 22 %. Oui, tu as quand même élevé. Ouais. C'était très élevé. Ben oui. C'est sûr que l'accessibilité au marché de l'emploi versus aujourd'hui, évidemment, l'économie a grandement évolué. Là, donc, ça a fait en sorte que l'accessibilité avec la pyramide démographique qui s'inverse aussi fait en sorte que l'emploi est plus accessible présentement. Mais tu sais, moi, je pense qu'avec cet aspect-là, au niveau de la technologie, on va se retrouver, tu sais, c'est une innovation de rupture. Hein, c'est une innovation qui va changer complètement nos modes de fonctionnement. Puis, moi, je pense que ça va avoir un impact beaucoup chez les jeunes, puis qu'on va revenir éventuellement à des taux de chômage, malheureusement, plus élevés chez les jeunes parce que ces emplois-là, dans les technos, vont avoir besoin de formation. La pandémie ne nous a pas aidés. Le taux de décrochage a augmenté de 30 % pendant la pandémie. Donc, tu sais, tout ça est corrélé avec le taux de décrochage scolaire aussi. Là. OK. Puis je suis un peu fascinée parce que tu me parles beaucoup des jeunes, puis entre autres, ça va passer par de la formation qu'ils vont devoir aller chercher.
on parlait des vieux comme moi, là, ce serait quoi? Est-ce que ces gens-là aussi ont à s'adapter sûrement, là, parce que la techno est là pour tout le monde? Oui, bien, assurément. C'est sûr que les travailleurs expérimentés qu'on accompagne chez nous aussi en trajectoire emploi, ben, ils ont souvent cette réalité-là d'avoir moins eu l'occasion de travailler avec l'ordinateur. Oui, c'est ça. Pendant la pandémie, on a accompagné beaucoup de gens qui devaient vivre des processus d'embauche via Zoom, via Teams. Oui. Puis, c'était beaucoup ça, là. Les gens nous interpellaient. Hey, j'ai une entrevue en Teams demain. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais ouvert Teams. Je sais pas comment ça marche. Entièrement, oui. Fait que, on est pas mal analphabètes sur l'informatique pour la plupart, là. Puis je te dis pas pour la plupart, il y a beaucoup qui maîtrisent tout ça. Mais oui, je voyais une amie, effectivement, qui me demandait la même chose cette semaine, la semaine passée, là. Et tu sais, la raison du pourquoi on est analphabète, entre guillemets, c'est que la progression, la proportion des technologies dans nos vies prend de plus en plus. C'est presque à tous les 6 mois qu'il y a une innovation qui fait une différence. Ça a repris la pandémie pour que Zoom et Teams s'implantent grandement. Avant, ça se faisait, mais jamais à ce point-là. Puis, tu sais, est-ce qu'on se passerait de Zoom ou de Teams ou d'une plateforme comme celle avec laquelle on travaille aujourd'hui? Moi, je te dirais non, là, parce que je t'aurais pas en ce moment, là. Exactement. Ça nous permet ça, mais effectivement. Donc, côté humain, là, parce que tu me parles beaucoup d'améliorer les compétences ou d'aller chercher de la formation, est-ce que je pense que c'est un impact humain assez important pour les gens d'être obligés de se former parce qu'avant, on rentrait dans un poste puis on pouvait faire un Moses de bon bout de chemin avant de dire je suis obligé d'apprendre plein de choses. On est-tu là un peu ou? Oui, ben, tu sais, l'implantation de technologies, pour moi, il y a un lien direct avec la gestion du changement. Puis on sait que la gestion du changement, tu sais, je vois dans ton énoncé de positionnement, co-créatrice de changement, tu sais. Ouais. Donc, c'est directement lié à ça, pour moi, la gestion du changement. Puis, qui dit gestion du changement, dit souvent aussi, c'est des situations qui sont un peu plus propices à générer des résistances, des différences de communication, bref, ça devient plus difficile. C'est un autre changement à implanter dans des organisations qui... je pense que notre société au complet, on dirait qu'elle est à vitesse 2 au lieu de vitesse 1. Quand tu lis une vidéo, là, tu peux augmenter la vitesse de lecture. Oui. Les changements se font plus rapidement. Si on recule dans les années 90, on faisait des planifications stratégiques sur 10 ans. Dans les années 2000, on faisait des planifications stratégiques sur 5 ans. 2010, on faisait des planifications stratégiques sur 3 ans. Là, c'est un peu plus la norme. De plus en plus d'entreprises qui font des lacs à l'épaule. On fait une planif pour 1 an, puis that's it. Puis c'est à recommencer à chaque année parce que l'environnement externe est tellement... change trop rapidement. Ça marche tellement vite, tu sais, puis regardez ça, une planification stratégique sur 10 ans, tu sais, je veux dire, je vois pas comment c'est aujourd'hui, tu sais. Puis assurément, si tu fais le parallèle avec une planification stratégique, c'est de dire le chemin qu'on veut emprunter. Puis effectivement, sur 10 ans, c'est un peu utopique en ce moment. Par contre, il faut au moins regarder où est-ce qu'on s'en va. Donc, si on fait le parallèle avec l'univers du travail qui est en changement, est-ce que tu dirais la même chose à un humain de regarder où est-ce qu'il s'en va ou de regarder les opportunités ou avoir un chemin? Je ne sais pas. Ben, en fait... Qu'est-ce qu'on pourrait le donner comme... Oui. Ben, le sens, c'est important. Puis je pense que c'est ça qui va guider un petit peu, là. Fait que... ça, c'est intéressant. Le fameux why, là, Simon... Pourquoi on est là, ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui trace ta voie à plus long terme, c'est d'identifier ton why. Puis, c'est une réflexion qu'on va faire chez nous avec des gens qui sont en bilan de compétences, des gens qui sont en réorientation de carrière, des gens qui vont suivre des processus d'orientation avec nos conseillers en orientation. Tu sais, puis sans nécessairement être capable de planifier l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, qu'est-ce que je vais faire, mais c'est quoi le why? Tu sais, le why, c'est la boussole. Hein? On s'en va vers là.
Ouais. Mais Pourquoi je travaille? exactement. OK. Pourquoi je travaille? C'est quoi la valeur du travail dans ma vie? L'importance que ça a? Ça, il y a vraiment un clash générationnel. On le voit avec les travailleurs plus Oui. expérimentés. Ben pour eux, le travail a toujours pris une part plus importante. Si on regarde la génération plus jeune, les milléniaux, ben pour eux autres, ils ont vu leurs parents travailler excessivement fort. Des fois, ils n'ont peut-être même pas vu leurs parents parce qu'ils travaillaient trop. Ils se sont dit, ben moi, je veux pas répéter ce pattern-là. mode-là. Donc, l'équilibre travail-vie personnelle, on parle beaucoup de conciliation et de travail, mais il y a la conciliation travail-vie personnelle à son sens large. Il y a même à la TELUC, il y a un cours universitaire Ouais. de 45 heures sur la conciliation, conciliation travail-vie personnelle. Fait que ça prend une part beaucoup plus importante aujourd'hui versus des travailleurs qui ont vécu dans les générations précédentes. OK. Ce que tu es en train de me dire, c'est que pour l'humain, ça va être important vraiment de se repositionner de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, finalement, par le travail ou comment le travail va l'aider à atteindre d'autres objectifs à la limite. Et le travail prend quand même une partie importante, donc on a à s'ajuster, à se faire un plan de match, en gros. Ben, tu sais, moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une réflexion assez profonde et importante pour quelque chose qui représente 25% de notre vie. Tu sais, on travaille tous 35-40 heures. Tu sais, si tu as à planifier une dépense dans ton budget qui représente 25% de ton revenu, tu vas la planifier d'avance. Oui. Tu sais, pourquoi on ne le ferait pas pour le 25% de notre temps de travail, de notre temps de vie, en fait. De notre temps de vie, parce que, tu sais, on commence à travailler aux alentours de, on va faire un chiffron, là, mais 15 ans, on arrête à 60 ans, tu sais, c'est quand même 45 ans au travail, sur une espérance de vie qui nous amène à 80-85 ans. Puis ça, ben, pendant ces années-là, ça représente à temps plein, ça représente 25 à 30% de notre vie. Donc, tu sais, pour pas arriver à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, en disant... Puis savoir où est-ce qu'on va, en fait. Hein? C'est ça, là, tu sais, je m'en vais où pour la suite. Puis ça, tu sais, avec la pandémie, on l'a vécu beaucoup. Là. La pandémie a confronté beaucoup de gens. Soudainement, il y a des gens qui ont eu beaucoup de temps pour réfléchir. Puis ça leur a... Ils sont revenus à la question, mais attends un peu, mais pourquoi je fais ce job-là? Fait que pendant de se réajuster, c'est ça. Pendant les 2-3 années de la pandémie, tout ce qui est bilan de compétences dans notre offre de service a pris une augmentation assez importante parce que beaucoup de gens ont voulu se repositionner sur le marché du travail. Puis quand tu parles de bilan de compétences, est-ce que c'est toujours relié à de la formation? Est-ce que c'est relié à des cours nécessairement? Je dis parce que je ne suis pas contre la formation, au contraire, moi je suis pour la formation, mais est-ce que c'est assurément juste associé à ta formation que tu as suivie de base ou il y a d'autres choses autour que les gens devraient aussi aller chercher? Ça dépend là où la personne veut aller, bien évidemment, mais OK. C'est le parallèle nous, toujours. On va aller toujours le parallèle. On va aller débroussailler ce chemin-là avec la personne, guider cette réflexion-là, qui n'est pas évidente à faire quand on est tout seul, en tête à tête, devant son miroir, là, d'avoir quelqu'un d'externe qui nous pose les bonnes questions au bon moment, ben ça nous permet d'avoir les bonnes réponses. C'est sûr que dans plusieurs des cas, ben ça va se retourner vers de la formation, mais je te donne un exemple, là, une infirmière, est-ce qu'elle est obligée de travailler dans un hôpital? Elle peut travailler en clinique privée. Elle peut travailler en foyer de personnes âgées. Elle peut travailler dans les écoles. Donc, qu'est-ce que je peux, dans mon bagage de compétences et d'expérience, on va faire l'éventail, on va faire le portrait de ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre? Puis en fonction de ces deux éléments-là, quelles sont les portes ouvertes devant moi? Puis est-ce qu'il y a de la formation continue qui pourrait... Que je peux aller chercher. OK. C'est intéressant parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai une formation, mais l'éventail de possibilités,
on ne l'a pas nécessairement exploré pendant qu'on était en formation. On était plus, on s'en va vers... Tu sais, quand tu me parles d'une infirmière, moi, tout de suite, je la vois à l'hôpital, mais effectivement, on regarde l'éventail d'autres possibilités selon ce qu'elle veut, ou son temps de vie, où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle veut atteindre à ce moment-là. Là. Oui, et tu sais, c'est très difficile de demander à un jeune de 15-20 ans de faire un choix pour les 40 années suivantes, tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de parcours atypiques sur le marché du travail. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de réorientation de carrière sur le marché du travail. Tu sais, il y a une règle du pouce qui disait que, bon, quand tu as fait 5 ans quelque part, tu es rendu dans tes pantoufles. Fait que, tu sais, là, tu deviens un peu en mode un peu plus... moins, tu sais, t'es moins proactif, tu es peut-être moins en capacité d'adaptation, donc tu sais, tu t'écrases un peu plus sur tes pantoufles. Ça fait en sorte que tu te développes moins. Tu te laisses voguer un peu. Fait que ça fait en sorte que tu te développes un petit peu moins. Tu sais, si on recule dans les années 60-70, l'objectif, c'était de rentrer à quelque part puis de sortir 35 ans plus tard avec une montre au poignet. Là, tu sais. C'est clairement pas la réalité aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, dans les politiques de reconnaissance, si tu ne mets rien pour 5 ans, ben, tu es à côté de la traque. C'est souvent les politiques de reconnaissance vont être, bon, après 10 ans, après 15 ans, ouais, mais aujourd'hui, il faut que tu fasses un jalon à 5 ans parce que la réalité, c'est que les gens restent de moins en moins. Moins longtemps. Tu sais, on veut vivre de plus. On est dans une société qui veut vivre, qui est beaucoup basée sur l'expérience. Hein. Le marketing est basé beaucoup sur l'expérience. Le marketing RH qui est venu avec la pénurie de main-d'œuvre, l'expérience employée. Donc, les gens sont avides de vivre des expériences. Donc, à un moment donné, ben, l'expérience, tu l'as vécue, puis tu as envie d'autre chose. Tu as envie de vivre autre chose. C'est intéressant, dans ce que tu me dis, là, c'est que, tu sais, avant, on va faire le avant maintenant. Tu sais, donc, le avant, on rentrait dans un emploi, puis effectivement, on espérait y rester le plus longtemps possible. Maintenant, finalement, le changement, c'est non seulement, ça va faire partie de notre quotidien, mais non seulement ça en fait partie, mais de prendre l'opportunité de s'y ajuster devient fort intéressant et pertinent. Ben, en fait, je fais un parallèle avec la vitesse à laquelle notre société évolue présentement. Tu sais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir ces multiplications de changements-là comme des opportunités d'apprentissage, des opportunités de développement, des opportunités de dépassement de soi sur le plan professionnel. Tu sais, avec le changement, tu as deux possibilités. Soit tu le subis, soit tu t'impliques dedans, tu t'engages dedans. Tu vogues avec. Ouais. Exactement, tu sais, puis on n'arrête pas de le dire, mais dans des situations, l'espèce de moment présent, puis de dire, ben c'est ça qui arrive, fait que l'acceptation de ce changement-là, ben, je vais m'y engager dedans, fait en sorte que le changement, au final, paraît moins pire, puis on a plus le sentiment de pouvoir sur ce changement-là aussi. Tu sais, c'est des grosses transformations, là. Changement de carrière, tu sais, comme je disais, c'est 25% de ton quotidien qui est là. C'est dur à faire comme changement parce que même si la vitesse de succession des emplois a changé, il reste que on s'identifie encore énormément par le travail. Tu sais, si tu croises quelqu'un, tu croises une amie à quelque part, puis elle est avec quelqu'un d'autre, elle te présente cette personne-là, la personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, quand on connaît pas quelqu'un, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis la majorité des gens vont répondre par leur profession, par leur domaine. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'à l'envers, j'ai déjà vécu la situation où c'était un moment où j'étais maman au foyer. Hein? Et je me souviens d'une discussion où je suis dans un groupe, la personne dit « Qu'est-ce que tu fais comme travail? » Ben, en ce moment, je suis maman au foyer. Donc, et tout de suite, la personne s'est tournée de bord, carrément, a tourné vers l'autre côté pour parler à quelqu'un d'autre, comme si j'étais rien. Fait que je trouve ça intéressant que tu le démontres, que on s'identifie beaucoup à notre travail et on parle en lien avec notre travail au lieu de parler de qui on est comme personne. Oui. Et c'est pour ça que quand il y a, mettons, on traverse des périodes plus difficiles au bureau, il se passe quelque chose au bureau, ça vient nous chercher beaucoup
justement parce qu'on a C'est cette notre temps, oui. identification, cette proximité-là avec le marché du travail. Donc, c'est ça. L'un est attaché avec l'autre, là, intimement. Avec l'autre. Je trouve ça super intéressant ce que tu me dis, tu sais, de s'adapter à l'organisation, tu sais, ce qu'elle vit comme changement. On s'identifie à notre travail. Trajectoire Emploi Trajectoire Emploi n'était pas Trajectoire Emploi avant, était 3 organisations, si j'espère pas me mélanger, mais bien 3 organisations qui se sont jumelées. Et ça, toi, tu l'as vécu et tu as Oui, su t'y adapter, tu as un peu, tu l'as dit tantôt, est-ce que tu as subi le changement ou tu as essayé de suivre? Puis on a tous nos moments de réaction, là, c'est oui, pas... oui, Bon, exactement. on a tous nos moments de réaction, mais un coup, la réaction passée, c'est comment tu as vécu ça, toi, ce changement-là, ou comment tu t'y es adapté Ouais, ben, quotidiennement? tu sais, moi, j'étais arrivé à Trajectoire Emploi juste avant la fusion. Donc, on a OK. fusionné en février 2017. Moi, je suis rentré en septembre 2016 sur un contrat de 3 mois en disant, ben là, tu es sur la fin d'année d'un projet, puis on ne sait pas ce à quoi ça va ressembler plus tard. Fait que là, c'est un contrat de 3 mois. Fait que j'ai pris ça en disant, ben écoute, ça va être ça, puis on verra où c'est que ça va nous mener, tu sais. Puis, ben Ah, là, c'est intéressant, oui. presque 8 ans plus tard, je suis directeur général de la boîte, tu sais. Ben oui. Fait que Fait là, que ben, tu as gravi les échelons tranquillement, là. Tu n'as pas oui, sauté tranquillement, d'un bond à tranquillement, pas l'autre, vite. là. Ben, Oui. tranquillement, pas si tranquillement que ça avec le recul, mais c'est ça. Puis là, ben, au mois de décembre, là, ben, c'était OK, ben, on va te prolonger de 6 mois parce que là, on est dans la fusion. Puis OK. là, j'étais comme le 5e intervenant en ancienneté. Hein. C'était le dernier intervenant en ancienneté. Puis dans ces 6 mois-là, je suis passé de 5 ou 6e intervenant en ancienneté à 2e. OK. Fait que là, suite à ça, j'ai eu mon poste régulier, dans le fond, en trajectoire emploi, comme intervenant réussite éducative. Euh, puis après ça, ben, à l'automne suivant, on a déménagé ensemble. Donc là, Les trajectoire 3 emploi, organisations. c'était les 3 organisations, 3 équipes de 8-10 personnes qui aménageaient ensemble dans 9500 pieds carrés de bureau. Tu sais, là, du OK. jour au lendemain, on passait 25 personnes à dîner en même temps. C'est Donc, beaucoup de changements, là. oui, puis là, ben, tu sais, qui dit fusion dit, bon, tu sais, tout ce qui est les politiques et les procédures à adapter. Il y avait 3 Oui. guides de conditions de travail différents, 3 grilles de salaire différents. Il y avait une organisation qui était syndiquée à l'époque. Euh, donc là, il y a eu là, des tentatives pour que ce syndicat-là percole, entre guillemets, dans la nouvelle entité Trajectoire Emploi. Ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, tu sais, ça a été beaucoup de changements de politique, de procédures, d'adaptation. Puis, tu sais, veux pas, quand tu passes d'une équipe de 10 à une équipe de 25-30, ben, ça prend. C'est pas la même game, là. C'est pas la même game, ça prend plus de politique, plus de procédures. Tu sais, il faut que les Ouais. choses soient normées un petit peu plus que dans une équipe de 8-10. Ça a généré, je pense, avec le recul, euh, Des frustrations un peu. ouais, des frustrations, un peu de résistance, des non-dits. Ouais. Avec le recul, c'est tellement facile de dire ça avec le recul, puis je n'étais pas dans l'équipe de gestion à l'époque, mais tu sais, on a fusionné physiquement et administrativement, mais je pense qu'on n'a pas mis assez d'emphase sur la nouvelle culture organisationnelle de trajectoire emploi. Puis Ouais. ce qui a fait que quand la pandémie a éclaté en 2020, ben, tu sais, ce qui était latent, c'est qu'il y avait toujours eu ces 3 clans-là un peu, puis la pandémie a comme exacerbé, je pense. Ben, la pandémie a tout exacerbé. Oui, ben oui, mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que les bases étant plus ou moins solides, on était sur un sol un peu mouvant, là, parce qu'on a Ouais, 3 organisations, puis la culture n'est pas assez forte pour qu'on se fasse confiance les uns les autres, là. ouais, ben, c'est ça. On n'a pas travaillé à se donner une nouvelle identité en tant que trajectoire emploi, non Ouais. fusionnée, là, en tant qu'organisation.
J'ai un collègue en Beau-Sud qui est dans un processus de fusion, un petit peu comme nous on a fait à 2 organismes. Puis j'osais avec lui l'autre fois, puis ce que je disais, c'est, moi, avec le recul, l'expérience que je vois, c'est travaille sur ta nouvelle culture organisationnelle de ton nouvel organisme. Identité. Parce que ça, si tu ne le travailles pas relativement rapidement, c'est quelque chose que tu vas amener avec toi au fil du temps, puis c'est une espèce de boule de neige qui va se mettre à grossir là, au fil des années. Si c'est pas adressé, là, excuse-moi l'anglicisme, mais si c'est pas travaillé rapidement. Oui. Fait que toi, là, à travers toutes ces transitions-là, parce que tu es rentré par une petite porte, hein, une petite porte qui n'était pas très, tu sais, était là pour 3 mois, puis rapidement, tu as changé de statut, tu étais déjà le plus ancien à travers tout ça. Il y a eu la fusion, la pandémie. Comment toi, tu as navigué là-dedans? Parce que là, des changements, tu en as subi, là. Ouais, ben tu sais, dans mes 5 premières années à trajectoire emploi, je pense que j'ai changé 3 ou 4 fois de poste. Tu sais, fait que je suis toujours allé chercher à des niveaux un petit peu. Ma ligne était assez claire que je m'en allais dans la gestion. OK. Fait que toi, tu avais un plan dans ta tête, c'est la gestion que tu visais. Ouais, ben tu sais, Comment tu moi, allais y arriver? Ouais. rapidement, tu sais, moi, ça a été une réorientation de carrière à 27 ans. J'ai tout sacré ça là. Je suis allé finir mon secondaire, je suis allé faire mon OK. DEC en éducation spécialisée. Puis, tu sais, quand j'ai été diplômé en 2016, je disais à mes collègues, dans 5 ans, je suis cours d'eau. Tu sais, OK. mon plan était déjà Fait que fait. ton plan était fait. Fait que, mon fameux why, tu sais, si je reviens à tantôt, là, ce que je parlais, l'importance d'avoir un why et d'avoir une vision à long terme, tu sais, pour moi, ça, c'était déjà là. Fait que, tu sais, j'ai toujours saisi des opportunités qui allaient nourrir un peu ce pourquoi-là vers l'atteinte de mon objectif qui était de De faire partie de devenir. l'équipe de gestion, tu sais, puis de Puis tu continuer à me l'as atteint. développer professionnellement là-dedans. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai fait des parcours agents de projet, tu sais, après ça, j'étais allé à l'école du milieu, qui est un milieu adapté de scolarisation qui est dans nos locaux. Donc, on a une école dans nos locaux. J'étais allé m'occuper de faire leurs 2 premières planifications stratégiques. Fait que, tu sais, ça, c'est un step de plus pour m'amener dans un contexte plus de gestion. Okay. Fait qu'à chaque fois j'arrivais à mes vacances en me disant, OK, l'année prochaine, il faut que je ralentisse. Puis en revenant de mes vacances, il y avait toujours une opportunité qui me permettait de me rapprocher de cet objectif-là que j'avais. Fait que toi, tu as sauté sur les opportunités puis tu es allé te former aussi pour pouvoir justement vivre ces changements-là tranquillement, vite, là. Oui, ben en fait, il y a un poste de coordonnateur qui s'est ouvert à l'interne, puis j'ai pas pu appliquer dessus parce que j'avais pas d'études universitaires. OK. Ça, c'était juste avant mes vacances, puis je m'étais fait... tu l'as bien entendu. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. Puis tu sais, quelques mois avant, je m'étais fait refuser la possibilité de poser ma candidature pour une formation aussi parce que j'avais pas d'expérience, j'avais pas d'études universitaires. Fait que, en revenant de vacances, je suis retourné voir notre directrice. Je lui ai dit, écoute, à partir de cette semaine, les jeudis, il faut que je finisse à 3h30. J'ai un cours à l'université. Tu sais. Wow, okay. Fait que, c'est ça. Encore là, j'ai saisi ces opportunités-là. Puis ça a été ça un petit peu tout le long. Puis là, ben, à un moment donné, il y a eu des changements au niveau de l'équipe de gestion. Il y a un poste de direction de développement partenariat qui s'est ouvert. J'ai appliqué dessus, même si mon leadership était contesté par certaines personnes, une minorité okay. Que je qualifierais de vocale, de bruyante, okay. Majorité non silencieuse. Puis malgré ça, là, j'ai posé ma candidature. Après ça, 1 an plus tard, directeur général adjoint. Puis après ça, ben, notre directrice à l'époque a poursuivi ailleurs dans un autre développement professionnel. Puis c'est moi qui ai pris la direction générale à ce moment-là. C'est qu'à travers tous ces changements-là, en fait, puis tu sais, quand tu l'as bien dit, je pense, tu es rentré, tu avais un objectif, tu disais, je veux ralentir, mais dans les faits, il y a quelque chose qui se présentait ou tu te faisais refuser des choses. Donc, tu étais en mode écoute, en mode observation.
puis en disant, ben crime, je fais le pas. L'autre élément que j'aurais le goût de faire ressortir, bien que des gens parlaient, tu sais, quand tu as dit les gens là, vocaux là, qui étaient contre ton leadership, ben, pas t'en as fait fi, parce que je suis certaine, te connaissant, que tu as écouté ce qu'ils se disaient, mais en se disant, ça, c'est pas vrai, puis je vais le prouver, donc je vais continuer ma route vers là. Donc, tu as toujours continué à te former, puis à aller vers les opportunités pour avancer, tout en écoutant ce qui se passait autour de toi, là. Oui, ben effectivement. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se remettre en question, mais il faut avoir aussi le même niveau d'humilité pour je dirais reconnaître un petit peu, tu sais, à cette époque-là, si je me fiais à certaines personnes, je mettais ma démission sur la table. Puis si je me fiais à ma boss, je demandais une augmentation de salaire assez importante, tu sais. Fait qu'il y avait une dichotomie entre deux messages distincts, tu sais. Puis ce que je dis souvent, c'est ce qui prend le plus de place dans ta tête, c'est ça sur quoi tu mets ton attention. J'aurais pu à ce moment-là mettre mon attention sur les commentaires négatifs. Oui, je les ai mis, tu sais, ça m'a rentré dedans. Mais en même temps, j'ai vu ça comme une occasion d'apprentissage, de développement, de dire, tu sais, c'est pas tout vrai ce qui se dit là, mais c'est probablement pas tout faux non plus, tu sais. Fait que, essaye de distinguer là-dedans qu'est-ce que tu penses qui est vrai, puis tu sais, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Comment utiliser tout ça pour faire un pas de plus, finalement. Ouais, puis tu sais, l'objectif, c'est juste de se développer professionnellement, puis d'être, tu sais, être une meilleure version de soi-même que la veille, là, tu sais, dans le fond. Ouais, donc de toujours avancer, j'aime ça. J'ai le goût qu'on fasse un genre de wrap-up, puis je suis certaine que tu vas avoir d'autres choses à ajouter autour de ça, mais en gros, ce que tu nous dis, Kevin, c'est que là, le changement en ce moment de l'univers du travail est vraiment à vitesse grand V. Donc, puis j'ai bien aimé ton image où tu disais, c'est comme si j'écoutais une vidéo en mode accéléré. Là. Fait que je l'écoute, j'entends tout ce qui se dit, donc d'être vraiment en écoute de tout ça. Tu as parlé beaucoup de la technologie qui était drôlement importante, là, qui va prendre, puis on le voit, là, on pense que ChatGPT, j'ai fait un épisode là-dessus avec quelqu'un il y a dernièrement. Donc, il nous en parle. ChatGPT a changé parce que l'intelligence artificielle était là, mais là, elle prend encore plus d'ampleur. À travers tout ça, donc, c'est de regarder aussi tous les changements qui sont dans notre quotidien, hein, comme la société en ce moment évolue rapidement. Donc, même si on voudrait mettre des mots sur plein de changements, on n'est pas capable parce que ça va super vite. Là, je le résume peut-être dans mes mots, là, mais en même temps, tu te dis, ben avant, on était dans une job de bras, on m'engageait pour mes bras, mais maintenant, on est dans l'économie du savoir, qu'on va dire, donc c'est ton cerveau. Donc, on veut voir ta capacité d'analyser, de regarder, d'observer pour avancer à travers tout ça. Côté humain, ce que tu te fais ressortir, c'est vraiment que l'humain est super important. Donc, toi, comme humain, tu es important. Fais-toi un plan de match, ton why, pourquoi tu travailles, tout en tenant compte de ton contexte, puis tu l'as bien dit. Moi, à 27 ans, puis on ne sait pas ce que tu étais avant ton 27 ans, mais tu sais, avant 27 ans, j'ai tout mis ça de côté, puis je me suis dit, ben maintenant, je me prends en main, c'est là que je m'en vais et c'est ce que je fais. Donc, tu t'es fait un plan de match. Et à travers tout ça, bien que tu disais, je vais essayer de ralentir, non, il y avait toujours une opportunité ou quelque chose qui t'était dit, puis tu faisais comme, hey, donc toi, tu faisais un pas supplémentaire en disant, je vais aller chercher les formations, je vais aller voir comment travailler avec tout ça. Donc, grosso modo, c'est que toi, comme humain, c'est les humains, en fait, c'est de se prendre en main puis de regarder vers où vous allez dans votre temps de travail, compte tenu qu'on passe assez de temps là pour que ça vaille la peine d'investir un peu. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ce temps-là? Là? Tu sais, il n'y a pas un boulot qui mérite qu'on n'ait pas de plaisir la majorité du temps. Il n'y a pas un boulot qui mérite d'y laisser sa santé sur la table. Oui. Tu sais, puis on s'en va, tu sais, on s'en va dans une économie, on est dans une économie du savoir, puis ce pas-là va s'accélérer. Puis en même temps, j'ai envie de dire que l'élément qui est distinctif, c'est les soft skills. OK. Ça fait que c'est le côté, tu sais, le technique, ça s'apprend. Oui. Mais le savoir-être, je suis pas en train de dire que ça ne s'apprend pas, mais disons que ça peut être plus difficile, tu sais, puis encore plus dans certains secteurs, tu sais, nous,
évidemment, on est dans le domaine de la relation d'aide. Donc, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, que c'est plus difficile au niveau de sa communication interpersonnelle, ben, tu sais, le fit dans l'équipe ne fonctionnera pas. Puis, chez vous, là. Oui, pour nous, c'est oui, le technique, mais à compétence, tu sais, même si j'ai quelqu'un qui est plus fort sur le plan technique, s'il n'y a pas les soft skills mais qui n'a pas les soft skills pour le fit dans l'équipe, ben, je vais prendre la personne, tu sais, je suis pas en train de dire que je vais prendre quelqu'un qui n'a pas de formation. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est avec aussi important. Un certain niveau de technique, la personne qui a les meilleurs soft skills a plus de chances d'avoir l'emploi. Puis, tu sais, il y a des sondages récemment que j'ai vus, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais tu sais, les employeurs sont en mode optimisation de nos processus, gestion des frais fixes, tout ça. Quand tu sondes les employés, c'est intelligence émotionnelle, leadership, communication. C'est ce que tu appelles les soft skills. C'est ce que j'appelle les soft skills. OK. Donc, ça serait quelque chose d'important à se dire quel soft skill que j'ai et dans quel emploi ça peut m'aider et où est-ce que ça m'aide dans l'emploi actuel ou ailleurs. Là. Et tu sais, je ne suis pas convaincu qu'on va voir dans un univers assez proche de la gestion des ressources humaines automatisées ou robotisées à 100%. Okay. Couche-Tard, dernièrement, là, le VP de Couche-Tard a dit il y avait un magasin test qui était géré par l'intelligence artificielle, puis ils ont décidé qu'ils tiraient à plat. Parce que les humains là-bas ne voulaient pas être gérés par un robot, ils voulaient être gérés par des humains. OK. Ah, c'est intéressant. Fait que, moi, je pense qu'il y a des composantes de la gestion des ressources humaines qui vont probablement être automatisées. Mais, tu sais, l'encadrement, le développement professionnel, l'accueil, l'écoute, l'empathie, c'est difficilement robotisable, entre guillemets. Ouais. Fait que l'humain va rester au cœur de l'organisation. Assurément. Et pour les tâches qui ne seront pas faites par l'intelligence artificielle, ben ça va, ces morceaux de tâches-là vont être à 100% par des humains. Là, donc, ce qui va rester dans le terrain de jeu de l'humain, ben, il va falloir en prendre soin grandement parce que la proportion va sans doute diminuer dans certains secteurs d'activité. Ouais. Si on veut garder nos humains dans nos organisations, ben, il faut en prendre soin. C'est ce que tu es en train de me dire, là. Exactement. Tu sais, la première qualité de marketing RH, c'est d'être représentatif de la réalité de l'organisation. Tu sais, des fois, moi, j'entends des histoires que je vais voir le site Internet, puis le marketing RH, c'est super, ça coche, ça a l'air le fun, mais quand j'écoute l'employé qui vient de partir de là... C'est un autre univers. Tu sais, les babines, les babines, là, ouais, c'est ça. Moi aussi, je mélange les mots souvent comme ça. OK, fait que c'est vraiment, en ajout à tout ça, c'est de développer nos soft skills, de les identifier, puis de vraiment préserver à l'idée que l'humain est au cœur de l'organisation. Donc, ça prend des gens pour accueillir des gens, puis ça prend des gens pour être avec des gens dans une organisation, donc pour la faire vivre, là. Assurément, tu sais, c'est sûr que mon propos est quand même teinté de notre réalité, là, tu sais. Nous, le quotidien, c'est d'accompagner des gens, tu sais. Chaque personne qui franchit la porte à Trajectoire Emploi a un défi, a une difficulté. Tu sais, c'est une demande d'aide, là. Même si c'est une mise à jour rapide de ton CV, c'est quand même une demande d'aide de venir chez nous. Fait j'ai comme ce souci-là, peut-être plus de mettre, tu sais, que l'humain a une place prépondérante dans mon organisation à cause de cette réalité-là. La dernière chose que je vais couper, moi, ici, c'est la personne qui est à la réception. Oui. Parce que justement, tu sais, puis on a la chance d'avoir une personne extraordinaire, Mélanie, là, qui est hyper accueillante, hyper professionnelle. Entièrement. Je suis d'accord avec toi. mais tu sais, dans une dynamique de que la personne est dans une demande d'aide, le client est en demande d'aide chez nous,
il pile déjà un petit peu sur son ego, sur son orgueil de venir chez nous. Donc, on peut-tu minimalement l'accueillir avec un sourire, lui demander comment ça va, puis lui offrir un café, tu sais? On peut-tu juste commencer par faire ça minimalement pour rendre cette personne-là un peu plus à l'aise, puis dédramatiser ou démocratiser la demande d'aide aussi? Oui. Ah, c'est super intéressant. Fait que c'est vraiment quand je parlais tantôt de l'humain au cœur de l'organisation, c'est que vous traitez l'humain avant de traiter le problème, avant de traiter, puis en même temps, vous dédramatisez tout ça, vous lui dites, ben je suis avec toi. Fait que c'est comme si j'arrivais chez toi, Kevin, puis en pleurs, ben tu vas m'accueillir, puis tu vas dire, on va s'asseoir 2 minutes, là. Puis après ça, ben on va jaser de qu'est-ce qui t'amène ici, puis on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est un peu ça que tu es en train de me dire. C'est exactement ça. Fait que je vais aller cogner chez toi si j'ai un problème. Tu vas être la bienvenue, Nathalie. Merci. Est-ce que ça résume en gros tous ces changements-là qu'on est en train de vivre? Moi, je pense que oui. Tu as fait un beau portrait de, tu sais, on a à s'adapter à cette image-là, puis de vraiment se développer comme personne. Il y a quand même une autre composante qui est quand même assez forte. Puis c'est l'immigration. On ne peut pas vraiment passer à côté de l'immigration. Tu sais, à Lévis, entre 2021 et 2001, c'est 475% d'augmentation d'immigration. C'est majeur, c'est vraiment important, puis ça amène, puis encore une fois, si on ouvre cette porte-là, ben on place encore une fois l'humain au cœur de l'organisation, parce que là, avec des personnes issues de l'immigration, quand on les intègre dans nos équipes, il y a des clashs culturels, il y a des codes qui sont différents, je vais te donner un exemple, les personnes, là, je généralise dans mon propos, là, parce que quand on parle d'immigration, ça peut être un peu sensible comme point de vue, mais généralement, les personnes qui viennent de l'Asie ne regarderont pas leur supérieur immédiat dans les yeux. Okay. Alors qu'ici, un Québécois, si tu ne regardes pas ton boss dans les yeux, ça va être perçu négativement. Pourtant, c'est exactement le même comportement. Mais c'est un clash de code, c'est un clash de culture. Puis, tu sais, cette augmentation-là se fait, je pense, tellement rapidement. Puis, tu sais, si encore une fois difficile avec la technologie, c'est que on est en retard un petit peu à ce niveau-là. Puis, tu sais, on le voit, là, moi, je suis sur des tables de concertation en immigration. Puis, tu sais, oui, on accueille bien les gens pour contrôler notre pénurie de main-d'œuvre, mais on sait pas où les loger. Ouais. On n'a pas de garderie pour leurs enfants. Puis quand tu as un permis de travail, tu sais, les permis de travail, là, c'est hyper compliqué pour avoir accès aux services d'aide à l'emploi, tu sais, tout ça. Fait que ça amène un niveau de complexité. Puis, tu sais, comme société, je trouve qu'on pourrait faire plus pour accueillir ces gens-là. Par rapport... Ça revient à l'accueil de ton... Oui, en proportion... Ça revient à l'accueil. Oui. En proportion au clash culturel que ces gens-là vivent. Juste l'hiver québécois, c'est déjà un clash culturel. C'est déjà un gros défi. Parce qu'ils ne s'imaginent pas, j'ai entendu une personne issue de l'immigration un jour dire dans son pays, puis je ne me souviens pas de quel pays il venait, mais il disait que dans son pays, le blanc représente la richesse. Quand il a débarqué en avion et qu'il voyait la neige tomber, là, il capotait. Donc, c'est ça. C'est un peu ça, hein? C'est qu'est-ce que ça représente pour eux, mais pour nous, qu'est-ce qui est différent? Puis ça revient à ton accueil tantôt, ta culture organisationnelle, comment on accueille ces gens-là aussi, comment on joue un rôle dans tout ça là, est important. Oui, puis tu sais, l'accueil, l'intégration, oui, ça vaut pour les personnes issues de l'immigration, mais ça vaut tout pour n'importe quel. Là, chez nous, on a le processus d'accueil, on veut le revoir, mais c'est déjà quand même assez structuré. Il y a un guide d'accueil, justement, avec des éléments culturels comme ça, là, genre si un plat de bonbons sur la table à la cuisine, ben c'est le plat de bonbons de tout le monde. Fait que si tu laisses ton lunch là, ben ils vont considérer que c'est le lunch de tout le monde. Il y a des éléments culturels comme ça. Chaque personne qui entre ici, il y a un mentor qui est assigné. La première semaine, il y a un petit coucou qui est fait à tous les jours. Le premier mois, il y a un coucou qui est fait à toutes les semaines. Après ça, c'est des rencontres à tous les mois jusqu'à l'approbation. Notre bilan annuel aussi. Donc, c'est hyper structuré comme accueil, intégration. On a des rallyes rencontres. Donc, un nouvel employé va rencontrer des employés
mais pour couvrir toute l'offre de services de trajectoire emploi pour bien comprendre l'univers. Ah, c'est intéressant. Exactement. Okay. Fait que cet accueil-là, cette intégration-là, ça fait une différence au bout du compte sur la rétention parce que, tu sais, au même titre que inconsciemment, on se fait une opinion assez rapidement d'une personne qu'on n'a jamais vue, ben, c'est la même chose avec un emploi. Moi, je pense que si on veut, tu sais, oui, le salaire, oui, les avantages sociaux, mais si tu travailles sur tout le reste, ça fait en sorte que l'employé va dire « OK, je pourrais peut-être faire... » Tu sais, moi, j'en ai des employés ici qui pourraient travailler là, dans le réseau, là, puis gagner 5-7 piastres de l'heure de plus. Ils veulent rien savoir. Oui, mais qui se disent « Je suis ils ont bien ici. » Exactement. Fait que si on veut augmenter la rétention, puis ça, ben, c'est le défi de toutes les organisations dans un contexte de rareté de main-d'œuvre comme on vit présentement, ben, travaillons pas juste sur le après, travaillons sur le début aussi. Travaillons même sur le avant, tu sais. Avant l'entrée. Il y a des processus d'embauche qui sont quand même assez complexes, là, tu sais, des fois. Peut-être en simplifiant puis en humanisant la chose un petit peu plus, ça pourrait faire en sorte que les premiers contacts avec l'employeur sont plus intéressants, sont plus stimulants, sont plus simples, donc ça donne envie de s'engager plus rapidement aussi. Fait que ça ferait partie, je trouve, des changements qu'on a à opérer dans nos organisations pour donner sa place à l'humain, finalement, tant de l'immigration ou toute personne qui arrive dans l'organisation, même avant aussi, là, avant leur arrivée, tout ça. Là. Tout à fait. T'sais, chez nous, on fonctionne avec, je dirais pas entreprise libérée, mais pyramide très aplatie. Oui. Bon, on travaille avec des gens qui ont toute la formation pour travailler en relation d'aide. Dans la majorité des cas, ça prend un certain niveau de formation. Donc, des gens qui ont une expertise, des gens qui ont une expérience. Moi, j'ai des personnes qui font exactement le même mandat sur papier, mais qui ne le livrent pas de la même manière. C'est correct. C'est ça qu'on veut. Donne ta couleur à ton poste. Rentre dans les objectifs, dans les attentes, dans les politiques, tout ça. Mais fais-le à ta façon. Dans ton terrain de sable, dans ton carré de sable. Amuse-toi donc. Oui. D'où ta notion de plaisir de tantôt. Amuse-toi donc. Hey, du fun. Hey, du fun. Hey, Kevin, on pourrait en jaser encore longtemps parce que tu sièges sur plein de tables, plein de dossiers. Mais en gros, j'ai le goût de dire aux aventuriers, ben c'est ça, c'est regarder les changements qui s'opèrent tant dans votre vie quotidienne que dans le monde de l'emploi. Formez-vous, parlez-en avec vos supérieurs. Puis le monde de l'organisation, ben c'est placer vos humains au cœur de votre organisation, c'est-à-dire de les impliquer dans tout ça, parce que tu m'as parlé vite d'entreprises peut-être pas libérées, mais vous avez vraiment un espace de collaboration super intense dans votre organisation. Donc, comment on aide les gens à s'intégrer et à participer à la vie de l'organisation? J'ai voulu te laisser le mot de la fin à tout ça, moi. Ben, Churchill disait que le pessimiste voit le défi dans chaque opportunité, puis que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque défi. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça, tu sais, dans la gestion du changement. Tu sais, on a tendance à dire les gens n'aiment pas le changement. C'est pas vrai, là. Les gens aiment le changement. On n'a jamais changé aussi souvent ça d'auto dans notre vie. Oui. Ce que les gens n'aiment pas, c'est le changement qui n'est pas planifié, qui est subi, qui ne fait pas de sens. Qui ne fait pas de sens, surtout. Qui est mal communiqué. Oui. Fait que si on fait juste nommer le changement, mais qu'on ne met pas de l'avant les opportunités que ça crée, tant en termes de développement personnel, professionnel, que du développement de l'organisation, ben c'est sûr qu'on va avoir la résistance dans le changement. Entièrement. Ben, puis j'aime à dire souvent, c'est comme si je te disais, on part en voyage, Kevin, fais-moi confiance. Puis là, toi, ta première question, c'est on s'en va où? J'amène-tu un maillot de bain, pas de maillot de bain? Ça va-tu être l'hiver, l'été? Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais non, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Kevin, on s'en va. Ben, je te connais déjà quand même un petit peu, fait que je serai un peu plus à l'aise à te faire confiance. Oui, je sais. Mais tu vois, tu as amené l'élément de confiance. Fait que c'est ça, il faut ramener cette confiance-là, donc dire, ben oui, fais-moi confiance, mais parce que tu connais un peu la personne, tu as déjà idée que ça va être plus facile. Voilà. Hey, merci beaucoup, Kevin. On parlera encore des heures, j'en suis convaincue.
Puis pour les aventuriers, ben, je vous place deux textes en dessous de l'épisode. Donc, Vivre plus et travailler moins qui vient du devoir. Donc, je vous invite à lire ça où ça dit qu'effectivement, on a plus de temps libre malgré ce qu'on peut penser. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ça. C'est super intéressant. Puis un autre qui parle, Kevin, tu l'as introduit au début, c'est que les emplois d'aujourd'hui, il y en a qui vont être mis au rencard. Donc, ça parle justement de cet élément-là. Donc, je vais placer les deux articles sous l'épisode. Je te dis encore une fois merci, Kevin. Merci de ton temps. Merci de ton expertise, de nous avoir partagé et ton expérience. Donc, merci beaucoup. Un grand plaisir. Si jamais l'occasion se représente, ça va me faire plaisir de participer. Merci. Salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.